Bienvenue dans le Ciné Club Afro, le podcast dédié aux amoureux des cinémas afro. Je suis Samba Doucouré, journaliste pour Africulture. Je suis Essimi Mevege, journaliste et critique de cinéma. Ensemble, nous allons discuter des œuvres marquantes des cinémas afro-américains, afro-européens et africains. Le Ciné Club Afro, c'est une émission live enregistrée sur l'application Clubhouse. Vous pouvez nous rejoindre pour débattre autour du film ou de la série que nous avons choisi de mettre à l'honneur. Bonsoir à tous, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados des cinémas afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et séries. Précédemment, on s'est souvenu du bon vieux temps autour de Genius, la trilogie documentaire consacrée à Kanye West. Nous avons parlé de rap, de cinéma et théâtre en compagnie de Stomy Bugsy lors d'une masterclass d'anthologie. Et la semaine dernière, c'était Jungle Fever de Spike Lee qui était le sujet de nos discussions, des discussions passionnées. Aujourd'hui, focus sur un phénomène qui a défiguré les ghettos africains-américains. On va s'appuyer sur le documentaire Netflix intitulé Crack, Cocaine, Corruption and Conspiracy. Voilà, avec l'accent. Très bel accent. Samba Doucouré, journaliste à Africulture, et je suis accompagné de mon binôme, Essimi Mevege, journaliste et critique ciné. Bonsoir tout le monde, bonsoir Samba. Bonsoir. Alors, et aujourd'hui, on a un invité spécial. Alors, d'habitude, il fait la queue comme tout le monde, mais aujourd'hui, on va l'avoir en consultant. Donc, c'est Eros Sana. Salut Eros. Salut Samba, salut Essimi. Je vais essayer une présentation, mais je ne sais pas si je vais réussir parce que on a un temps limité. Mais Eros, il est journaliste, il est photographe, il est militant écologiste, il est consultant en politique, il est alors je sais plus, éducation en médias. Qu'est-ce que tu fais d'autre encore, Eros? Je suis aussi militant antiraciste, je suis panafricaniste, je travaille aussi sur la question de conflits. J'ai travaillé dans les Balkans, j'ai travaillé sur la guerre au Mali, et je suis fasciné par les États-Unis, comme beaucoup de gens. J'ai une boîte de conseils et puis j'ai différentes associations qui mènent... Tu es aussi, il faut le dire aussi, directeur de Bastamag, du site internet d'information altermondialiste Bastamag. Oui. Je suis cofondateur et directeur de communication de Bastamag, un média qui a maintenant 13 ans, qui a 9 salariés et qui est aussi entre 1 million de lecteurs par mois. Voilà. Très bien. Alors, avant qu'on démarre, je préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Donc, au sommaire, présentation du film et du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez monter pour partager votre analyse, nous expliquer pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous avez détesté ce documentaire. Et on fera le grand débat du jour avant de terminer sur un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Alors, Crack, donc c'est un documentaire signé Stanley Nathan. Crack, t'as dit Quack? J'ai compris. Crack. Donc Crack. Ouais. Crack. Un documentaire signé Stanley Nelson qui retrace l'arrivée du crack aux États-Unis et balaie les années 80 et 90. Il explore les ravages sur la communauté noire, mais aussi les imbrications politiques qui ont permis son expansion sur le territoire américain et donc les responsabilités des gouvernements de Reagan à Clinton en passant par Bush senior. Essimi, pourquoi ce documentaire est marquant? Faut savoir, Samba et Eros, qu'on est dans une séquence aujourd'hui où il y a de plus en plus de fiction et de documentaires qui analysent le ravage et l'impact de l'épidémie du crack sur la communauté noire américaine durant les années 80 et 90. On peut citer notamment la série Snowfall de John Singleton, qui est sur CanalSat, et la série documentaire Hip Hop Uncovered, dont on avait fait une room, Samba, tu te rappelles? Ça fait écho, en tout cas, ce documentaire. Ouais, exactement, puisque ça parlait des gangsters qui ont émergé en étant des dealers de crack. Donc, avec le documentaire Crack, Cocaine, Corruption et Conspiration, on va encore plus loin. On nous montre comment, de manière très didactique, la politique menée aux États-Unis pour lutter contre le crack, comme tu l'as dit, Samba, dans les années 80-90, dans une Amérique marquée par le racisme anti-noir. Crack est un documentaire très politique, à la fois passionnant, choquant,
poignant et perturbant. Et comme le dit le journaliste Nelson George dans le documentaire, l'ère du crack a transformé la communauté noire américaine et par conséquent l'Amérique. Il faut aussi noter que, comme tu l'as dit, Samba, que le réalisateur du crack Stanley Nelson est un Afro-Américain plusieurs fois primé pour ses films documentaires, à qui l'on doit le documentaire sur Miles Davis, qui est sur la plateforme Netflix, et aussi un documentaire sur les Black Panthers. Voilà, Samba, ce qu'on pouvait dire sur le documentaire Crack. Et la première question, elle est pour toi, Eros. Qu'est-ce que tu as pensé justement de ce documentaire? C'est un documentaire qui est vraiment bien réalisé. D'abord, la bande son est super. Tout à l'heure, Samba disait que les références qu'il avait, c'était plutôt Kerry James. Mais entre Public Enemy et d'autres références des années 80, on est plongé dans une époque. On a le son, on a la couleur des années 80, des années 90. Et nous, on a grandi dans ces années-là. Et pour moi, c'est comme une machine à remonter le temps, en fait. Mais en plus, ce que j'apprécie dans ce qu'il fait, c'est qu'il contextualise énormément. Le découpage en chapitres qui, chaque fois, rebondit sur ce qui a été dit avant, est très bien fait. Et le travail documentaire est excellent. Il y a des images qu'on a vues et revues, que moi j'ai eu plaisir à voir, des images que j'ai eu de douleur à voir. Et puis ce que j'apprécie aussi, c'est vraiment quelque chose de rare dans ce documentaire, parce qu'on a eu beaucoup sur la drogue, sur le crack, sur cette période, c'est qu'il donne la parole à d'anciens dealers. Et ça, c'est excellent, parce que souvent, dans la communauté, en plus, dans les communautés afro, on voit les dealers comme des gens qui venaient vendre la mort au bas des immeubles, dans les blocs. Et là, en fait, il redit pourquoi ils ont été poussés à faire ça. Que c'était pas un choix volontaire de donner du poison à des enfants et de tirer sur les gens, mais c'est qu'il y a un contexte qui les a amenés à devenir dealers, dans un contexte de capitalisme effréné. On est dans les années Reagan, les années fric. Et comment ils se sont battus pour rester dealers. Ils se sont battus en se battant coude à coude contre d'autres noirs, pour garder le territoire. Ils se sont battus contre un système. Et certains, comment ils ont survécu à ça. Et donc, je trouve que ces qualités-là sont des qualités rares pour un documentaire sur le sujet, qui à la fois a la vision géopolitique. On rappelle la période, l'Iran de l'ayatollah Khomeini, grâce à qui Reagan est devenu président. Pour ceux qui ne savent pas, s'il bat Carter en 80, c'est parce que il y a la crise des otages américains en Iran, et Carter, sur ça, rate de les libérer. Et Reagan négocie avec l'ayatollah Khomeini, et le jour de son investiture, les otages américains en Iran sont libérés, donc il gagne grâce à l'Iran. Il va leur vendre des armes qui vont servir à aider à les Contras, qui après auront besoin encore de l'argent pour l'argent de la drogue. Et c'est là où ça commence, quoi. Donc tout ça est très bien dit. Je trouve que c'est très didactique. Excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée. Et c'est un documentaire qui se vit presque comme une fiction. On a donc des protagonistes, quasiment des héros, des vilains qui, au fur et à mesure des chapitres apparaissent. Tu l'as dit, Samba, hein, on a Reagan, Clinton, Bush père. Et c'est très, ce qu'on peut rajouter aussi, il y a la chronologie en fait. On commence 82, il y a des dates clés. 82, 86, 88, 94. Donc c'est ça qui est très intéressant et surtout, dans le documentaire. Un truc super, c'est que donc Nelson commence avec l'intronisation de Reagan. Donc ça arrive en 81, il gagne en 80, il est intronisé en 81, et il a cette phrase Make America Great Again. Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'un coup, pour beaucoup de jeunes qui connaissent pas Reagan, Reagan était aussi raciste que Trump, en fait. Et il y a vraiment une continuité entre le racisme de Reagan, le racisme, on pourrait en parler, de Nixon, et pourquoi la war on drugs était aussi une guerre contre les communautés afro, contre les noirs, contre les pauvres, et particulièrement contre les pauvres de couleur et les pauvres noirs. Donc le film est très bien fait. J'en suis sorti extrêmement raciné, et j'ai appris des trucs en plus. Alors que le sujet, je le suis depuis très longtemps, j'ai quand même appris des trucs. Ok. Merci Eros.
Bah déjà, vous pouvez maintenant commencer à monter et pouvoir donner vos avis. Et d'ailleurs, Eros, si vous avez des questions par rapport Ouais, si aux vous voulez poser des implications questions à Eros, politiques posez-lui des questions. de ce documentaire, voilà, parce que et Eros, est-ce que toi, ça t'a tout de suite rappelé les situations en France? Parce que toi, je pense que du coup, tu as vécu dans les Ah, on t'entend pas bien, Ouais, Samba, Samba. j'ai pas On n'a compris pas la fin entendu de la la fin de ta question. question. situations Si tu es là, Samba, reviens parmi nous. françaises et la situation américaine. Non, ta question a été coupée. Ta question a été Ah, coupée, Samba, si tu peux pardon. la reposer, Donc, s'il te plaît. je disais, toi qui as 20 et 90, Ah, Samba, ça coupe. Hein. Ça coupe, hein. Toi qui es l'un des MC, ta liaison n'est pas bonne. Vas-y, repose et ta est-ce que question. là, c'est mieux? Ouais, là, Oui, ça va mieux. Donc, ça va mieux. je disais, Eros, toi qui as connu les banlieues dans les années 80 et 90, est-ce que, qui ont aussi été marquées par la question du crack, est-ce que tu trouves que on peut les lier, la situation en France et aux États-Unis, ou est-ce que c'est trop différent? Non, c'est trop différent. Le crack aussi a fait son apparition en France. Je ne suis pas spécialiste, paradoxalement, sur la question française. Le crack aussi a fait son apparition en Le France. crack en France, c'est très parisien. Voilà. Très, très Il a parisien. fait son apparition en France, surtout dans les grands centres urbains. Mais il n'a pas dévasté les communautés comme c'était le cas aux États-Unis. Pour deux raisons. C'est que le crack aux États-Unis arrive, en fait, c'est ce que le film dit, mais il ne le dit pas vraiment. Il arrive sur commande. C'est-à-dire que non seulement au départ, Reagan refuse de regarder à la frontière sud quand la cocaïne passe, parce que la cocaïne, c'est vraiment la drogue des riches, et à la Maison Blanche, jusqu'à la Maison Blanche, plein de conseillers de Reagan eux-mêmes consomment de la drogue. Je rappelle que Reagan est lui-même une ancienne star d'Hollywood, et l'Hollywood des années 50-60 où il est comédien est un Hollywood qui est traversé par l'usage de tout type de drogue récréative, drogue pour se doper, Psychédélique, etc. sont extrêmement shootés. Et donc, au départ, c'est d'abord une volonté de ne pas regarder. Et puis, c'est une commande après. La CIA, littéralement, commande le passage lorsque les avions sont pleins. En fait, quand il y a la guerre au Nicaragua, la guerre civile, les avions de la CIA partent de territoire américain ou proche des États-Unis, Ouais. plein d'armes, et ils reviennent plein de drogue qui passent les frontières avec donc des pilotes de la CIA. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est qu'il n'y a aucun équivalent en France. Pensez-vous que la DGSE française pourrait prendre des avions sur un territoire pour aller livrer des armes et revenir avec des avions, des pilotes de DGSE ou payés par la DGSE, revenir et apporter de la drogue sur le territoire français? Il n'y a aucune mesure dans toutes les questions liées à la drogue en France, rien n'est similaire à ça. Et les quantités sont massives, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les contrastes ont plus d'intérêt à vendre de la drogue qu'à faire la guerre aux sandinistes. Et donc, ils vont d'ailleurs imposer un style. Aujourd'hui, pour ceux qui s'intéressent aux questions justement de drogue, désormais, c'est le Guatemala, la Colombie et le Mexique qui sont numéro 1 en termes de drogue. Mais tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont appris de cette période-là. Il y a plein de chimistes, il y a plein de stratèges et de stratégies qui ont été disséminées dans toute cette partie de l'Amérique latine et qui aujourd'hui encore font des dégâts en matière de passage de drogue. Et les liens entre la CIA et les cartels, je finirai par ça, pour comparer, donc on ne compare pas avec la France, mais pour comparer aujourd'hui au Mexique, il y a un gang qu'on appelle les Zetas, qui sont d'anciennes forces spéciales de l'armée régulière mexicaine, formées par les Américains, et qui étaient censés combattre les chefs, les narcotrafiquants mexicains, et qui ont vu un intérêt majeur à devenir eux-mêmes, et certains avancent qu'ils continuent à collaborer avec une partie de ce qu'on appelle les forces obscures américaines, entre la CIA, le service action de la CIA, et quelques forces spéciales autour de la DEA, et ainsi de suite. Donc, ceci a laissé beaucoup de traces. D'accord. Ok, merci pour toutes ces explications, Eros. Maintenant, on peut on peut demander les avis à nos auditeurs et nos auditrices. Alors, c'est d'abord Céline qui est montée en premier, ensuite Rax et ensuite Gladys. Céline?
Bonsoir à ton tous. regard sur le documentaire. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, le commentaire était dans mes feeds Netflix, mais ça me disait rien. Je me suis dit encore un documentaire sur le crack. Bon, c'était pas très emballé. Donc du coup, je l'ai regardé pour le Ciné-Club et j'étais vraiment agréablement surprise. Déjà de la richesse de documents, parce que effectivement, dans les années 90, 2000, moi j'avais déjà entendu que la CIA était liée à l'importation de drogue, etc. Mais je pense que le fait de voir toutes ces archives compilées et tous ces témoignages, franchement, là je me suis dit vraiment, c'est une vraie démonstration de ce qu'on appelle le racisme structurel. C'est-à-dire que là, l'État américain a tout fait pour détruire une communauté, et je parle même pas des femmes là-dedans, parce que Oui. l'angle de la femme noire est vraiment on montre clairement que la première victime, c'est quand même la femme noire pauvre aux États-Unis. Donc tout ça, je me suis dit, mais comment, c'est vraiment très difficile pour nous, parce qu'on est vraiment loin de ça, même s'il y a des choses, des fois on se dit, bon, il y a des parallèles, mais c'est vraiment ancré dans la société américaine. C'est la drogue, c'est la prison, c'est le système de santé, c'est tout en fait, c'est l'école. Il n'y a pas un secteur où il y a ce racisme structurel qui empêche les gens pauvres, de quelle que soit la communauté, de s'en sortir. Tout est fait pour mettre des bâtons. Moi, je pense que le clou du clou pour moi, c'était vraiment la fin. Et après, je vais laisser la parole aux autres, où on a cette infirmière blanche qui est censée protéger le patient, la patiente, la femme enceinte, et elle va dénoncer le fait qu'elles prennent de la drogue, et donc on leur prend leur enfant, et elles ont plus, il y a plus, moi je suis choquée, franchement j'étais choquée, je me suis dit vraiment, avec l'âge, mais plus on en apprend sur les États-Unis, et plus je suis dépassée. C'est vraiment, c'est vraiment très triste, quoi. Je trouve ça vraiment très triste. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Oui, c'était une période qu'on a à peu près vécue. Moi, je me rappelle aussi ce qu'on appelait les bébés du crack. On nous a fait croire que une femme enceinte junkie qui consommait du crack, son enfant à la naissance était aussi accro au crack. Ça, on nous l'a vendu ça pendant les années 80 pour nous sensibiliser là-dessus. Et le documentaire nous apprend que c'était complètement faux en fait. Je me souviens du film là avec c'est avec Maria Carey là, non? Où il y avait un film comme ça sur il y a pas une histoire de junkie et tout qui avait jeté son enfant à la poubelle, un truc comme ça. Ils avaient fait un film. Je retrouverai le nom, mais tu parles de Precious? Tu parles de film Precious? Je sais plus si c'est Precious ou il y avait un film avant ça encore. Ah d'accord. Je pense qu'il y avait un film avant ça encore qui m'avait marqué. Bref. Rax. Rudy pour les intimes. Salut Rax. Tranquille ou quoi? Ton point de vue sur le documentaire Crack? Clairement, je pense qu'il n'y a pas mille façons de voir le truc, hein, de l'épidémie de contrôlée, en vrai d'ailleurs, d'héroïne des années précédentes, 60 et 70, jusqu'à l'avènement du crack et les ravages qu'il a fait en 80 et 90, et en vrai même jusqu'à maintenant. Ouais. On peut, si on regarde la chose de manière même objective, hein, sans même mettre nos organes dedans parce qu'on est noir aussi, il y a clairement des volontés politiques. Hein. Sur un moment, je pense que on ne peut pas, ne serait-ce que comme vous avez dit tout à l'heure, par rapport à la façon dont la cocaïne est acheminée en masse pour diverses raisons et objectifs politiques déjà aussi. Mais le fait est que très clairement, on sort de périodes où la population noire des ghettos, elle est très revendicatrice.
voilà, on a des avancées, il y a les trucs des droits civiques, les machins, et au final, on voit que bah, tout de suite derrière cet éveil de conscience, bah, on fume les leaders, on ramène de la drogue, on change le système, on encense les pimps, les dealers, les trucs, et puis on déstructure complètement les familles des gens, parce que bah, forcément, toute une génération d'hommes qui dealent de l'héroïne, bah, au final, ils meurent ou ils vont au placard. Leurs enfants grandissent en roue libre, eux-mêmes à 15 ans, ils découvrent le crack, ils deviennent dealers. Mhm. Ils font des enfants qu'ils ne feront pas non plus, puisque eux-mêmes se retrouvent au ballon 3, 4, 5 ans, 10 ans grand max après. Mhm. Et bah, en vérité, c'est ce qui fait que c'est ce qui nous donne la situation désastreuse qu'on a aujourd'hui aux États-Unis, en vrai de vrai. C'est facile à faire, hein. Donc, C'est des si tranches je... de 10, 15 et 20 ans à chaque Ouais, fois. Si ouais. tu fais le calcul, ça tombe toujours au même moment, tu vois. C'est Mhm. pas... Donc, si je t'écoute bien, Rax, tu nous dis que, et comme le dit le journaliste Nelson George dans le documentaire, si tu te rappelles, que le crack a transformé la communauté noire, donc par conséquent, ça a transformé l'Amérique. Est-ce que s'il n'y avait pas eu de crack, l'Amérique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, en fait? Ah bah très clairement, hein, parce que déjà, en fait, il y a tellement de niveaux de lecture à ce truc-là que Et- oui, oui, on peut que dire oui. Si on analyse, par exemple, de façon juste démographique les choses, bah déjà, Mhm. s'il n'y a pas le crack, tous ces mômes-là de 15, 20 ans qui tombent dedans, ben, ils tombent pas dedans. En plus, leurs parents, petit à petit, ils reviennent dans leur vie parce que, bon, au bout d'un moment, il faut aussi quand même qu'ils sortent de prison. Donc Mhm. potentiellement, toute cette petite population-là se stabilise d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mhm. Mais là, vu que tu as 2 générations, voire 3 générations même successives, qui se retrouvent au ballon à chaque fois, bah, très clairement, les plus petits qui arrivent tout de suite après, toujours après, bah, ils sont en roue libre, en fait. Clairement, c'est pas le système idéal pour une population qui souhaite se construire. Tu vois, si tu Ouais. mets tous les anciens, tous ceux qui ont la science, tu les mets derrière les barreaux et tu laisses que les petits qui ont juste l'énergie sans Mhm. la méthode dehors, plusieurs générations d'affilée, ça Mhm. donne rien de bon, tu vois, Mhm. ça paraît logique. Mhm. Ok. Ok, Parce que merci pour ton propos, Rax. je veux bien rebondir. J'ai retrouvé le film là, c'était Losing Isaiah avec Ali Berry et Ah ouais, Samuel Losing Jackson. Desire, Et avec l'histoire Holly Hunter. c'était une femme noire qui a cracker qui est Non, ouais, c'est Alberi avec oui, Jessica Ali Lange, Berry je qui a le crois. crack qui est craqueux Ah, non, qui est malade du ah, ok. crack et qui laisse son bébé dans une poubelle. Il est adopté par des blancs. Et en fait, finalement, 7 ans après avoir été en désintox, elle veut récupérer son enfant et il y a un Mhm. procès. Donc, et Mhm. ça, c'est en 95, donc ça illustre complètement la thématique des femmes noires Mhm. inconscientes qui ont laissé tomber leurs enfants à cause du crack, quoi. Mhm. Et l'actrice qui joue avec elle, face à elle, c'est Jessica Lange, Ouais, je c'est crois. ça, exactement. Ouais, je crois ouais, voilà. Mhm. Oui, rapidement, Eros, tu voulais rajouter avant qu'on Non, laisse. je veux ajouter, rebondir au propos très juste de Rudy d'Irax. Il y a un homme politique noir américain qui s'appelle Van Jones. Bon, il a ses limites, mais il intervenait toujours sur la question de la drogue, mais aussi de ce qui a été le pendant de la drogue, c'est la question de l'incarcération massive, vraiment massive des hommes et des femmes noirs. Et il expliquait que, et c'est bien ce que Rudy a dit parce qu'avant le crack, ce n'est qu'une un moment dans l'histoire de la guerre contre la drogue et donc contre les noirs et les minorités. Avant Mhm. ça, c'était l'héroïne. Lorsqu'il a fallu casser les mouvements de résistance ou de révolution ou les mouvements de droits civiques, que ce soit du côté de Martin Luther King ou de Malcolm X ou des Black Panthers, Mhm. l'héroïne a été volontairement introduite dans ces Oui. milieux par le FBI. Donc aujourd'hui, on sait par des documents déclassifiés que l'opération qu'on appelait COINTELPRO, qui Mhm. considérait à démanteler, décapiter les organisations de résistance noires massivement, Mhm. ont introduit auprès de Huey Newton, auprès de Malcolm X, de l'héroïne, et ça a eu comme conséquence que il y a donc des leaders américains. Et ce que dit Van Jones, c'est que on a des leaders noirs américains, des générations entières qui ont disparu, ou ils sont morts, où ils sont tombés accros à l'héroïne, au crack, et ils ont abandonné la lutte, où ils ont été D'accord. incarcérés massivement. Et D'accord. donc, aucune communauté aux États-Unis, il n'y a aucune,
n'a autant subi cette décapitation génération après génération de leaders de la communauté, de leaders de mouvements politiques. Et ça a une conséquence simple, c'est qu'on fait reculer génération après génération les communautés noires. Elles font 2 pas en avant, on essaie de leur reprendre, de les repousser 3 pas en arrière. Et notamment à travers ce qui s'est passé avec la guerre contre le crack. Il y avait aussi à l'armée, hein, il me semblait que il y avait pas mal de soldats qui revenaient accros également après leur service au Vietnam. Ouais, quand ils revenaient du Vietnam et qu'ils avaient eu une difficulté à s'insérer dans la société américaine, et on le voit très bien dans le film Dead President, la génération sacrifiée explique très bien ça, Samba. Donc la parole. La différence, excuse-moi, c'est que on a une génération de vétérans qui reviennent et qui sont traumatisés, qui ont ce qu'on appelle des PTSD, et qui ont, tiens, il y a Patrick Veil, un grand copain qui a rejoint la room. Bienvenue Patrick. Non seulement donc on a des générations entières qui ont vécu des PTSD et qui sont accros au crack ou à d'autres types de drogues, mais c'est très, ce n'est pas généralisé. Le crack. Il faut comprendre ça comme un mouvement sociétal massif, non seulement qui frappe les communautés noires, afro, mais qui frappe aussi les communautés blanches. Les communautés white trash, ceux qui vivent dans les trailers, ceux qui sont dans la Bible Belt, ceux qui sont dans les zones industrielles blanches, sont tout autant frappés par le crack. Et même dans les belles banlieues blanches, puisque l'inverse de nous en France, tu me demandais, Samba, les différences, nous n'oublions jamais qu'en France, on va dire, les problèmes sont dans les banlieues, en périphérie. Alors qu'aux États-Unis, la moyenne classe quitte en général les inner cities pour aller dans les banlieues. Mais le crack est allé aussi dans les banlieues blanches. La seule différence, c'est que la répression massive, systémique, structurelle a avant tout frappé les communautés afro. Et c'est ça qui fait la différence avec les autres vagues précédentes liées à ce qu'on appelle la drogue et la guerre contre la drogue. Merci Eros. Alors la parole est à Gladys. Bonsoir Gladys. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que tu as pensé du documentaire Crack de Stanley Nelson? Alors déjà merci pour la recommandation parce que je connaissais pas. Et j'ai adoré. C'est pour ça. Donc ouais, j'ai été vraiment outrée et choquée comme Céline par ce que j'ai vu. Ce qui m'a énervé en fait, c'est grosso modo c'est l'obsession qu'ont les personnes blanches par rapport aux noirs et cette volonté à les éradiquer en fait, soit en introduisant donc le crack, soit les armes à feu, soit le sida. Donc ça ne s'arrête jamais quoi. Et aussi j'ai appris la différence entre la cocaïne et le crack. Je sais pas quoi c'était différent. Oui, c'est très bien expliqué dans le documentaire en plus, c'est vrai. Pour le coup, en fait, on nous montre que du côté des personnes blanches bourgeoises de Wall Street, on consommait énormément la cocaïne, et c'était même vu comme quelque chose de cool. Par contre, le crack, c'était vu pour plus négativement parlant. Et ce qui m'a vraiment énervé, c'est que le gouvernement, du coup, déjà, le gouvernement a laissé passer le crack et a infiltré le crack, mais on est parti faire la chasse surtout aux noirs et pas aux blancs. Et ce qui m'a vraiment énervé vers la fin, c'est quand je sais plus qui a dit que pendant toutes les années de la guerre anti-drogue, il y a 0 consommateur de drogue blanc qui a fini derrière les barreaux en fait. C'était vraiment... Oui, c'est avec les lois anti-drogue qui avaient été votées à partir de 86 justement et renforcées en 88 avant la loi anticriminalité votée par le gouvernement Clinton. Effectivement, ça ciblait que les Noirs, mais ça c'est surtout dans la deuxième partie qu'on va parler justement spécifiquement de l'impact de l'épidémie du crack sur la communauté noire. Donc voilà. Du coup, ça m'a un peu aussi rappelé un autre documentaire. Il y a eu un scandale sur les universités américaines. Donc, une grosse majorité, c'était des bourgeois blancs. Enfin, il y avait Felicity Huffman et Tante Becky de... je sais plus comment t'appelles. Pardon? Cette série à San Francisco. Je ne sais plus qui était impliqué.
Et c'était, comment ça, avec la série avec Eva Longoria et tout ça. Oui. Et donc, l'une des actrices avait corrompu pour que sa fille puisse avoir accès à l'université. Et elle a été condamnée à quelques mois de prison, alors qu'entre-temps, une femme noire, elle, avait changé d'adresse pour ses enfants. Et elle, on a considéré qu'elle avait fait une sorte de fraude grave. Et donc, elle a été condamnée à plusieurs années de prison. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a une qui a été condamnée à 6 ans et l'autre à 12 ans. Exactement. Et il y en a une qui était SDF, en fait. Donc, elle a mis l'adresse de son père, qui habitait près de l'école. Et oui, elle a pris 12 ans de prison parce que c'est considéré comme avoir volé les chances d'un autre individu. Alors qu'il y a, pour le scandale des universités, il y a plusieurs célébrités américaines qui ont dépensé quelques millions pour leurs enfants, et ils ont pris juste quelques mois de prison, quoi. Donc voilà, ça m'a rappelé ça aussi. Ok, merci Gladys. La parole est à Essama. Bonsoir Essama. Ton avis sur le documentaire Crack? Ok, bonsoir à tous. Moi, je vais peut-être avoir une lecture un peu différente, du moins plus nuancée. Je pense que sur les conséquences, bien sûr, on est tous d'accord sur les impacts négatifs qu'elle craque sur la communauté noire aux États-Unis. Après, pour la cause, est-ce que c'est pas tout simplement du capitalisme? Ils avaient un objectif qui était de financer la guerre, et la communauté noire était la communauté plus propre. Excuse-moi de te couper, Sama. Ça, c'est surtout dans la deuxième partie. Là, la première partie, c'est ton point de vue sur qu'est-ce que tu penses du documentaire. Après, on abordera ça dans la deuxième partie. Il n'y a pas de souci. Non, moi, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est un très bon documentaire, très instructif, et surtout très pédagogique. On comprend bien ce qu'est la cocaïne et comment elle s'est diffusée. Et je pense que sur ce point-là, c'est très important. Et après, les ramifications qu'il y a entre le gouvernement, les gangs, en fait, les dealers et les cartels sud-américains sont bien expliqués. Je pense que là-dessus, c'est vraiment là qu'il est fort, en fait, le documentaire. Et après, toutes les contre-vérités sur les bébés crack, tout ça, là, cette vérité qu'on nous a assénée que si ta mère prend du crack, si ta mère prend du crack, en fait, ton enfant est toxico, ou du moins en manque. Ça, je pense que c'est la plus grosse fake news qu'on a appris sur le documentaire, en fait. Qu'on a cru il y a bien longtemps. On nous a fait croire ça depuis. Jusqu'au documentaire, en fait. Moi je le crois, jusqu'au documentaire. Exactement, moi aussi. C'est exactement. On a appris que c'était complètement faux. C'est grâce à ce documentaire. Ok. Donc merci Essama. Tu pourras reprendre la parole au moment du débat. Il n'y a pas de souci. La parole est à Jean. Bonsoir Jean. Bonsoir tout le monde. Merci pour la parole. Oui, alors ton point de vue, ton regard, qu'est-ce que tu penses du documentaire Crack de Stanley Nelson? Je pense que c'est un très bon documentaire qui permet de cerner tous les paramètres du crack et de la drogue aux États-Unis, comment ils gangrènent les communautés et surtout la communauté noire. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que surtout, ça permet de bien cerner en fait l'impact que le crack ou la lutte anti-crack a sur la situation de la communauté noire aujourd'hui. Et donc voilà, moi j'ai trouvé ça très très instructif en tout cas. Et ça m'a permis de comprendre aussi énormément de choses par rapport à ce que vivent les Noirs aujourd'hui aux États-Unis, la communauté afro-noire aux États-Unis aujourd'hui. Afro-américaine. Afro-américaine, ouais, bien sûr. Pardon. Merci Jean, tu pourras toujours rester avec nous pour le débat en deuxième partie. Alors, avant de passer au débat, Simone, bonsoir Simone, j'espère que tu vas bien. Quel est ton avis concernant le documentaire Crack? Oui, le documentaire, vraiment un bon documentaire. Ça montre bien tous les aspects, la genèse, et ça montre aussi, à mon avis, une scission de même à l'intérieur de la communauté noire. Les gens qui tombent malheureusement dans le crack et tout ça sont des gens qui n'ont pas qui n'ont pas une structure familiale bien établie, sachant que l'incarcération de masse est problématique aux États-Unis, problématique. Quand le père est en prison pour le crack, la mère, vous voyez peu,
On parle je prends juste un exemple très rapidement. Ouais, C'est un avant qu'on passe au basketteur. débat. Ah, ben, je dirai alors sur le débat. Non, vas-y, prends les. Non, je connais l'exemple de Dwayne Wade. Dwayne Wade, il a gagné 3 titres avec Miami, mais il disait que lui, quand il était petit, il a été sauvé par la vigilance de sa sœur. Sa mère était dans le crack, a fait plusieurs séjours en prison. Donc il n'y avait pas moyen, c'est sa sœur qui les a portés. Il se dit, si ma sœur est pas là, donc à un moment donné, quand vous avez des parents qui sont consommateurs, défaillants, il n'y a personne la journée, vous entrez, vous sortez de l'école, et ben vous-même vous finissez par reproduire ces cycles-là. Et la situation est compliquée aux États-Unis parce que les gens qui sont au bas de l'échelle, extrêmement pauvres, même si on dit c'est l'American Dream, n'ont en réalité aucun moyen d'aller plus haut. Et c'est ça qu'on voit avec le documentaire Crack. Le crack, c'est vraiment, comme dit dans le documentaire, c'est une drogue du pauvre. Donc, vous vous tuez avec ce que vous pouvez consommer et acheter. Ouais, exactement. Merci, merci Simone. Samba. Ouais, bah, on peut lancer le débat, donc, et Simi... Est-ce que je peux rajouter quelque chose quand même? Vas-y, Eros. Oui, vas-y, Eros. C'est pas seulement une drogue du pauvre. C'est une drogue du pauvre dans le sens où la distribution est facilitée. C'est-à-dire que l'accès à la cocaïne avant le crack, dans la distribution, n'atteint pas les quartiers pauvres, qu'ils soient noirs ou pas d'ailleurs. C'est plutôt une distribution qui est contrôlée directement, très pyramidale. Le crack a ceci de facilement multipliable que n'importe quel petit capitaliste, il y a Essama qui parlait de capitalisme, on va en reparler tout à l'heure, peut se lancer comme un auto-entrepreneur et gagner énormément d'argent. Mais rappelons une chose, les Noirs américains n'étaient pas ceux qui consommaient le plus de crack. Les Blancs américains consommaient plus de crack que les Noirs américains. Et même, les riches américains consommaient aussi le crack. Il y a une histoire qui est connue dans les années 90. Le maire de Washington, Marion Barry, est filmé puis arrêté dans un hôtel avec une femme en train de fumer du crack. C'est-à-dire que le crack atteint tous les niveaux de société américaine. La différence, c'est que lorsque les gens sont addicts au crack dans les quartiers pauvres, et là le rapport à la pauvreté est important, ils n'ont pas les soins adéquats qu'ont les personnes riches pour que les effets de l'addiction soient moins forts pour eux. Et le rapport à l'origine sociale et la pauvreté, et c'est ce que le film met tout le temps en avant pour recontextualiser, est essentiel sur les effets liés à la consommation, à la distribution, puis à l'incarcération. Et là, la question raciale rejoint bien entendu la question sociale. Oui. Ok, merci pour cette précision. Simone, tu pourras t'exprimer, tu pourras répondre quand on va, à partir du moment où on va lancer le débat. Samba, donc les termes du débat ici mis, pourquoi cette question? C'est cette phrase dans le documentaire, c'est cette phrase de Jesse Jackson: la drogue a pris plus de vie aux Noirs que les cordes du Ku Klux Klan, qui m'a interpellé en fait. Parce que Jesse Jackson a prononcé cette phrase lors de l'enterrement de Len Bias. Len Bias était c'était la future grande star de basket NBA. Qui avait signé aux Celtics de Boston, et son décès a été un retentissant à travers les États-Unis, quoi. Il a été décédé après avoir consommé du crack. Et c'est à partir de ce moment-là qu'aux États-Unis, ils ont pris conscience que le crack touchait toutes les couches sociales de la communauté afro-américaine, et que c'était une véritable épidémie qui était en train de détruire toute la jeunesse noire américaine. Donc à partir de ce moment-là, le documentaire ne le dit pas explicitement est-ce qu'on a voulu détruire la communauté noire avec cette histoire de crack, mais tous les exemples qui sont donnés dans le documentaire, le fait que la première loi contre la drogue en 86 qui cible principalement les Noirs, les dealers, ensuite
Ensuite, on la renforce, qui cible les consommateurs. Ensuite, celle de 94 de Clinton, la loi anticriminalité, où on sait que très bien, et c'est à partir de ce moment-là où on voyait de plus en plus de Noirs, le taux de Noirs dans les prisons augmenter par rapport aux années 60 et 70, qu'on peut se poser la question, est-ce que ça n'a pas été une autre manière de criminaliser la communauté noire, de anéantir la communauté noire avec toute cette histoire, avec cette épidémie du crack? Et on s'aperçoit que dans ce documentaire que effectivement, il nous raconte 40 ans de la société afro-américaine, de la communauté afro-américaine à travers ce documentaire. Et on se dit que s'il n'y avait pas eu le crack, est-ce que ça n'aurait pas eu un impact, même sur le plan de la culture, avec le rap, sur le plan politique, avec toutes ces lois, sur le plan même sportif, avec certaines grandes stars du basket qui décèdent, mais il y avait aussi quelques jours après une autre star du football américain. On se dit que, est-ce que la communauté noire, la communauté afro-américaine ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu l'histoire du crack avec les familles, la déstructuration des familles, dans le comportement, avec la circulation des armes, le black crime, la guerre des gangs, l'influence des gangsters qui financent le rap. Est-ce que Jay-Z aurait été un rappeur? Est-ce que Notorious B.I.G. aurait été aussi un rappeur? Tout ça, c'est l'impact du crack sur la communauté afro-américaine, et d'où ma question sur le débat Samba, et j'aimerais bien que Eros nous donne son point de vue, et après que tous ceux qui sont dans la roue, mais n'hésitez pas aussi à lever la main pour participer à cette discussion sur cette question. Est-ce qu'on a vraiment voulu détruire la communauté afro-américaine avec le crack, quoi? Eros? Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Ouais, t'as raison, le documentaire pose toutes les bases, mais jamais ne dit ces mots. Exactement. Il donne tous les éléments. Il démontre séquence après séquence qu'à la fin, la communauté qui est la plus frappée par la répression, par les conséquences de la diffusion du crack, c'est la communauté noire, la communauté afro aux États-Unis. Et qu'aucune autre n'a payé un prix aussi fort. La phrase de destination que tu sors est une phrase extrêmement dure. C'est-à-dire que si plus de Noirs sont morts à cause du crack que sous les corps du Ku Klux Klan, ça pose, et donc et on peut aussi penser au lynchage et autre chose. Ça montre à quel point cette question a été massive. Il y a une sociologue américaine qui parle de politique quasi génocidaire. C'est une vraie question, en fait. Parce que, je rappelle qu'en droit international humanitaire, le génocide, c'est non seulement une disparition, le fait de vouloir tuer volontairement un groupe d'humains du fait d'une appartenance particulière, mais aussi faire disparaître sa culture, faire disparaître ses habitudes ou sa langue. Et donc, le nombre de morts qu'a causé le crack, son introduction, sa diffusion, son addiction, et la répression dont il a été victime, est un nombre incalculable. Est-ce que quand Reagan et ses amis lancent tout ce processus, ils ont comme idée, ils ont tout ce plan machiavélique avec eux? Je ne le pense pas. Je pense que au moment où ils le font, je rejoins légèrement et Sama, si je ne me trompe pas, ils ont comme volonté une vision d'abord très géopolitique de lutter contre les communistes au Nicaragua. Et si en passant, on peut frapper les pauvres et tous les pauvres, mais particulièrement les pauvres noirs, c'est encore mieux parce que aux États-Unis, ne l'oublions jamais, la question sociale est toujours liée à la question raciale. On ne peut pas aux États-Unis, autant en France, on peut presque dans certains cas, mais aux États-Unis, on ne peut jamais pousser la question sociale mais la question raciale. Et que depuis très longtemps, lorsqu'il a fallu réprimer les minorités, la politique américaine a utilisé le prétexte de la drogue pour pouvoir sur les minorités. Il y avait un excellent documentaire qui rappelait que, par exemple, à un moment, les communautés asiatiques qui sont aux États-Unis depuis très longtemps, plus longtemps qu'on le croit, depuis le 19e siècle, ont été frappées dans leur consommation de l'opium parce qu'en ce moment-là, on voulait les contrôler. Que les Noirs, déjà, ont été victimes, on parlait de l'héroïne, mais avant ça, de la marijuana aussi, ils étaient aussi visés. Donc, à la fin,
et j'assume mes propos, Ronald Reagan, qui a un agenda raciste, je rappelle que Ronald Reagan vient de la droite du Parti républicain, Exactement. que c'est un peu le grand-père de Trump. Trump, dont on parle vite, dont on aurait pu parler aussi, parce que dans les années 90, il incite à la haine raciale. Rappelons que les 5 de Central Park qui sont accusés à tort d'avoir violé et tué une jeune fille blanche, Trump, qui entre-temps, en plus, a mis en place des opérations immobilières véreuses qui ont spolié des Noirs victimes de l'effondrement de l'immobilier, notamment dû au crack à New York. Ce même Trump qui s'enrichit sur le dos des Noirs dans ce qu'on appelle les projects, ce même Trump va financer une pub pour demander à ce que les 5 de Central Park soient condamnés à la peine de mort. Donc la question sociale, la question raciale aux États-Unis sont toujours de mise, et Reagan est un raciste qui a toujours voulu, bien entendu, attaquer les communautés noires. Donc le projet n'est pas un projet pensé à la base, à l'origine, mais au fur et à mesure que les effets viennent nourrir la machine capitaliste, et donc la machine capitaliste et raciste américaine, que les deux vont ensemble, les deux pans de l'histoire américaine, l'argent et la race, la domination capitaliste et la domination des minorités, donc des minorités noires, viennent faire une sorte de collusion frauduleuse, et les deux sont super contents. Je finis en disant un truc. Le conseiller de Reagan des années 80 dit une chose: nous devons lutter parce que le principal problème aux États-Unis, c'est qu'il ne naît pas assez de bébés blancs. Et donc, nous devons faire en sorte que dans la démographie, le combat par la démographie, si on ne peut pas faire en sorte qu'il n'y ait plus assez de bébés blancs, qu'il y ait un peu moins d'autres bébés de couleur. Et à la fin, la guerre contre la drogue, la répression et le crack, des générations entières sont décapitées. Et ça arrange lorsque on est à la fin des années 90, excusez-moi, je vais terminer par là, on passe de 500 000 personnes incarcérées en début des années 80 à 2 500 000 à la fin des années 90, début 2000, et ils sont majoritairement noirs et majoritairement liés à la guerre. Je suis parti, moi, dans une prison à Atlanta en 2007. J'ai visité cette prison, j'ai discuté avec des inmates, des prisonniers. 10 d'entre eux été condamnés à ce moment-là à cause des lois votées par Clinton et Reagan à ce moment-là. Donc, en 2007, encore ces effets. Et j'étais à San Francisco il y a 3 semaines. Dans les rues de San Francisco, les crack addicts, les crackheads sont encore extrêmement présents et encore victimes de ces politiques-là, plus de 40 ans après. Donc oui, il y a eu une guerre contre les Noirs, de facto, et il faut l'assumer. Ok, merci pour ton analyse et ton point de vue, j'allais dire Issimi Eros. Qui veut prendre la parole? Céline, Gladys, Essama, Simone. Qui veut s'exprimer sur cette question? Simone, vas-y. Simone, vas-y. Vas-y. Oui, c'est tout à fait ce qu'il est en train d'expliquer là. C'est la guerre qui est faite aux Noirs est toujours permanente. Et même tout à l'heure, il a parlé de marijuana. Le cas de la marijuana est symptomatique. Dans beaucoup d'États, on a légalisé la marijuana pour autant, mais les personnes noires sont encore massivement arrêtées et condamnées pour détention de marijuana. Et ils sont ceux qui peuvent le moins détenir ce business-là où énormément de personnes s'enrichissent. Par exemple, dans ce type de business. Mais ce qui est problématique aux États-Unis, comme moi je disais tout à l'heure, c'est vraiment la cellule familiale. Quand vous naissez dans un milieu, on va dire milieu pauvre, vous n'avez que très peu de chances de réussir. Les gamins comme Kevin Durant, soit dit au passage, exemple LeBron James, il est le premier sportif à devenir milliardaire en activité. Oui, donc la nouvelle est tombée aujourd'hui. Quand vous regardez ce gamin-là, LeBron James était élevé par sa mère, parent seul. À un moment donné, il a eu la chance d'entrer dans le basket et à 17 ans, il s'est dit, moi, je veux pas la case université.
et il va directement à la NBA. Sauf que maintenant, la NBA a bloqué le système. Vous êtes obligé d'aller au moins une année à l'université. C'est en fait, vous tombez dans les addictions et dans les drogues parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Et ce que les gens ignorent, c'est même le cas aussi en France, c'est que la réussite demande beaucoup d'argent. On a vu, je regardais Roland Garros, Coco Gauff, 18 ans, elle s'est qualifiée pour la finale. Le gros investissement que ses parents ont fait, c'est juste colossal. Par exemple, quand on parle des sœurs Williams, on dit toujours, elles viennent de Comptown, mais on dit jamais qu'elles ont dépensé beaucoup d'argent. Donc, les addictions aux drogues vous maintiennent dans un certain statut et vous finissez en prison. Et bien souvent, les États où il y a les prisons, eh ben, vous passez directement de votre petit logement à la prison d'à côté. Même en France, on l'observe dans tout ce qui est jeunes de banlieue. Ben, vous habitez dans les endroits où il y a des prisons. Bien souvent, vous finissez dedans parce que il y a une question de déterminisme social qui est là. Donc, derrière même cette histoire de crack, c'est pour tout. Le noir américain aujourd'hui se double d'un problème, c'est que par exemple, je termine par là, vous avez un véhicule, votre véhicule, le feu arrière est cassé, vous roulez avec, vous tombez sur un policier, vous pouvez finir mort. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec cette question du crack, on se pose aussi la question que je meure du crack ou d'autre chose, ça change pas grand-chose. C'est là aussi où le problème est. Voilà. Merci, Simone. Je crois qu'il y avait Jean qui voulait. Oui. Lui n'était pas vraiment d'accord avec la question qu'on voulait détruire la communauté noire. Je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus, Jean. Où il y a aussi Sama, parce que j'aimerais bien qu'on fasse le parallèle aussi. On l'avait un peu évoqué dans la première partie, le parallèle avec justement avec la France en fait, avec les quartiers populaires français en fait. Donc voilà, Sama ou Jean, Sama. Ouais, je peux dire. Juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Rose a bien résumé. Hein. Je pense que les conséquences, on est tous d'accord que ça détruit en fait la communauté noire. Mais je pense que la cause, c'est d'abord le capitalisme et l'opportunité. Après, ça fait que c'est sur la communauté noire que ça s'est reporté. Et je pense qu'une fois que la guerre du crack s'est un peu calmée, on a constaté encore les nouvelles drogues sont apparues dans le centre des États-Unis, mais cette fois-ci sur les communautés blanches pauvres, en fait, avec les opioïdes. Donc, c'est un problème qui est récurrent aux États-Unis. Donc, je pense que c'est pas prêt de finir. Après, pour faire le parallèle avec la France, c'est un peu différent. Parce que la France, eux, sur l'héroïne, c'était les premiers raffineurs en fait, d'héroïne depuis le 19e siècle. Depuis 1912, ils avaient des raffineries en fait, d'héroïne. Et c'est le premier traité de La Haye en fait, qui a interdit les raffineries. Eux, ils ont continué de raffiner en fait, l'héroïne et de l'exporter aux États-Unis jusqu'à 1977. Mais nous, on n'a pas été touchés pareil. Et ces types de drogues comme le crack, l'héroïne, c'est essentiellement très parisien. Très parisien et voir certaines banlieues, en tout cas en région parisienne, 78 et 92. Après, je pense que nous, c'est tout simplement pas dans notre culture. Hein. Mais par contre, c'est vrai que dans les années 80, 70, même début des années 80, les drogues de ce type-là étaient très peu répandues. En banlieue, c'était mal vu, comparé à maintenant. Ouais. Donc, c'est le seul travail qu'on peut faire. Mais après, en termes d'impact, ça n'a rien à voir. Moi alors je pense que c'est des formations, du coup, par rapport à mon histoire, parce que moi, j'ai grandi à Paris. Et spécifiquement à Stalingrad, donc qui est d'ailleurs toujours une des plaques tournantes du trafic de crack. Hein. On surnommait mon quartier Staline Crack. Et pour le coup, moi, quand je me fais des flashbacks d'essayer de me souvenir de mes souvenirs marquants du quartier, du dehors. Et ben en fait, très souvent, il y a un lien avec la drogue, quoi.
C'est-à-dire, moi, je repense enfin, moi, c'est la chanson de Doc Gineco, là, dans ma rue. Ça décrivait ma rue, quoi. Clairement, l'histoire du dégueulis des toxicos que les pigeons mangent, les capotes, les seringues, les distributeurs de seringues que je voyais dans la rue, les camés dans l'escalier, les descentes de policiers, etc. C'est des choses que, pour le coup, moi, j'avais interdiction de sortir de chez moi. C'était seulement l'école, la bibliothèque et le centre de loisirs. Et en fait, j'ai compris pourquoi, quoi. En fait, c'était vraiment, on avait un quartier qui était ravagé par le trafic de drogue et les zombies qui traînaient. Et en fait, aujourd'hui, il y a cette espèce de revivance de ça. Et donc, clairement, moi, ça m'a rappelé plein de choses. Mais je comprends bien, du coup, que en fait, c'était un phénomène qui était plus concentré sur certains quartiers. Et qu'en fait aussi notre proximité avec la gare du Nord, je crois, est pas mal responsable de ça, parce que beaucoup prennent le train pour venir à Paris, chercher leur dose, etc. quoi. Ouais, si je peux me permettre, en plus. Ouais, après la parole, ça sera à Céline, parce que je pense que Céline voulait s'exprimer aussi, mais vas-y, Eros. Après, il y a Jean. Pour compléter ce que disent Essimi, finalement, ce que disent Samba et Sama, excuse-moi, oui, le crack atteint quand même la France, mais à un degré beaucoup moins. Et les banlieues, moi j'ai grandi donc en 95, on a quasiment, en 80, 90, on a quasiment personne qui prend le crack en banlieue. Les cracks, mais ils existent en banlieue, mais ils vont sur Paris, justement, ils vont à Stalingrad. Moi j'ai bossé avec le Sleep-In justement à Stalingrad, plutôt vers Jaurès, Marcalé, Poissonnière, tout ce truc-là. On voyait les gens de banlieue, de province, qui venaient à Paris et qui devenaient crack addicts à Paris. Le marché du crack, c'était à Paris. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est étonnant de voir que désormais Paris exporte ces crackheads en banlieue. Ils les repoussent parce qu'ils font trop tâche désormais dans Paris intramuros, et Paris veut qu'ils en mettent en banlieue. Voilà. Et ça, c'était une vraie différence culturelle quand même assez forte par rapport au reste aux États-Unis, mais aussi parce que l'immigration, enfin les communautés afro, qu'elles soient nord-africaines ou subsahéliennes, ont aussi des liens différents de celles des communautés noires de l'époque. Les liens sont plus forts, le rapport et l'interdit autour de la drogue est beaucoup plus fort dans ces années-là par rapport au crack que peut l'être par rapport aux États-Unis, et notamment parce que la cocaïne aussi n'est pas passée par les quartiers. Les gens vont au Bus Palladium pour en prendre quand ils montent à Paris, mais ils en consomment aussi assez, et pendant longtemps peu consommés dans les banlieues. Donc ça a aidé à faire que notamment, il y a eu moins d'influence dans les quartiers populaires en France, sauf dans des secteurs, comme disait Issama, dans Paris. Ok, merci. La parole, Céline, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste apporter aussi une petite précision, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle des quartiers, on parle de l'Afrique, mais il y a aussi les Antilles. Juste pour préciser. Exactement. Non, mais c'est vrai, parce que vous parlez toujours d'expérience africaine, mais il y a aussi l'expérience antillaise. Exactement, c'est vrai. Juste pour dire, donc moi, je donnais un exemple, mais plus fin des années 80, Riquet, à l'époque, c'était Bob Marley. Donc c'était la marijuana, mais c'était aussi l'héroïne. C'était pas le crack encore. Et il y avait vraiment dans la communauté antillaise des jeunes qui se droguaient, drogue dure, qui se piquaient. Et ça, c'est toujours dans le même quartier, 19e. Et c'est ensuite le crack est arrivé. Mais il y avait, avant le crack, il y avait la drogue dure qui circulait. Alors, peut-être pas dans les communautés africaines, mais dans les communautés antillaises, avec tout ce qui est né de Jamaïque et tout ça, c'était répandu. Ouais, mais d'ailleurs, on aurait pu l'inviter, je sais plus, je crois que c'est Véronique Canor qui avait fait un très bon documentaire aussi sur les naufragés du crack aux Antilles. Qui pour le coup ont aussi été pas mal marqués, même si elle explorait plus la question de la reconstruction
plutôt que la question des responsabilités, quoi. Comment les gens se reconstruisent malgré le crack, ou parfois arrivent en fait à vivre avec le crack. Je ne savais pas qu'en fait on pouvait vivre du crack pendant, enfin être drogué pendant plus de 10 ans et continuer de vivre. Et Eros m'apprend qu'en fait il y a des gens qui vivent ça très très bien, mais nous on nous avait dit aussi que si tu prenais le crack une fois, t'en avais pour 10 ans et tu pouvais pas en ressortir vivant, quoi. Mais de toute façon, quand on regarde les rockers américains ou anglais, c'est des gens qui ont pris de la drogue pendant toute leur vie, hein, et il y en a qui sont encore vivants jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a aussi je pense que dans le processus de tout ça, on nous a culpabilisés, puisqu'on nous a aussi monté la tête en disant ceux qui prennent de la drogue, c'est des moins que rien. Déjà que vous n'êtes pas dans des bonnes situations, mais alors si en plus c'est-à-dire que vous êtes des faibles, vous êtes, voilà comment vous êtes des déchets de la société, et ils le disent très bien dans le reportage. Et en plus de ça, ils justifiaient ça en disant on ne va pas mettre en place, et je reviens toujours à ce racisme structurel, c'est-à-dire que tout est lié, c'est-à-dire qu'ils n'investissaient pas donc il n'y avait pas de prise en charge des gens en problème, on les rejetait dans le milieu médical, on ne les voulait pas, on les voulait nulle part en fait. Ouais, la criminalisation, quoi, comme ce que tu disais par rapport à la femme qui accouche, et en fait au lieu qu'on l'accompagne parce qu'elle demande de l'aide en disant voilà je suis drogué, en fait j'aurais besoin d'aide par rapport à mon enfant, et ben en fait on décide de lui retirer son enfant et de la condamner en fait. Ça existe encore, hein. Il y a eu un cas qui a été publié il y a quelques mois, mais ça c'était un couple de véganes black. On leur a pris leur enfant parce qu'ils ont estimé que l'enfant mangeait pas bien alors qu'il était sain. On leur a pris deux de leurs enfants. Deux de leurs enfants, ouais. Donc tout ça, c'est comme si ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai vu le reportage. Je me suis dit, mais il n'y a rien qui percute. C'est-à-dire que tout est fait. C'est-à-dire que ce soit les républicains, que ce soit les démocrates, il n'y a pas personne qui trouve que ces mesures sont trop violentes, quoi. Au lieu d'accompagner, au lieu de trouver des solutions, on les charge encore plus, on leur retire leur food stamp, ils ne peuvent pas manger. C'est incroyable. Je suis vraiment dépassée. Et aussi, si on est dans le documentaire, que si on vous prend avec 5 grammes de crack, vous prenez autant que quelqu'un qui prend de la cocaïne, quoi, et vous prenez de 5 ans à 40 ans, sachant qu'on faisait surtout la chasse aux Afro-Américains qui consommaient du crack, quoi. Effectivement. Si je pouvais... quelque chose oui, ouais, donc du coup, moi, tout ce qui ressort dans mon esprit de ça, en fait, c'est que, en fait, la communauté afro-américaine a été, en fait, la victime, en fait, parfaite de ce système hypocrite, d'ailleurs, politique américain, au final. Parce qu'au final, ça part comme, je ne sais pas si c'est Essama qui le disait, en fait, ça part de la cupidité, ça part du capitalisme et de leurs idéaux politiques, donc de renverser les mouvements communistes, les gouvernements communistes qui sont en Amérique centrale. Et donc, il y a tout un système économique qui se met en place. Est-ce que là, c'est mieux? Vous m'entendez? Ça va un petit peu mieux, vas-y. Ok, donc de ce système économique-là qui est mis en place. Et au final, ils ont créé une chimère avec la consommation de drogue, la venue de cocaïne, tout ça. Ils ont créé une chimère qu'ils ont mis dans la communauté africaine et qui, au final, qui s'est auto-détruite avec cette violence entre gangs pour protéger les territoires et aussi les mères, la cellule familiale, je crois que c'est Céline qui en parlait, je ne sais plus si la cellule familiale qui a été détruite. Au final, ils ont
le système politique, en fait, a gardé, en fait, la communauté afro-américaine à la place où elle le voulait, en laissant cette chimère, ce système politique américain qui est élitiste, qui est on peut le dire, qui est raciste, a profité, en fait, de ce système économique qui créait pour, en fait, maintenir, en fait, cette communauté afro-américaine qui ne veulent pas vraiment dans la société. Et on peut le voir depuis, comme on connaît l'histoire des Noirs aux États-Unis, pour garder et maintenir cette communauté-là au plus bas de l'échelle sociale américaine. Donc, oui, moi je dirais que ça part pas au départ, il n'y a pas forcément volonté de détruire, mais ils ont laissé, ou ils ont profité plutôt de cette opportunité pour encore enfoncer la communauté afro-américaine. Est-ce que je pourrais rajouter un petit mot? Go ahead. Oui, c'est vrai que, enfin, vraiment, moi j'aime à le dire, hein, il faut jamais oublier le prisme de la question sociale et le rapport capitalisme qui est un rapport de capitalistes. Mais comme on est aux États-Unis, qu'on n'est pas en Suède, qu'on n'est pas, j'essaie de trouver des pays où la question raciale est beaucoup moins forte, qu'on n'est pas en Italie, qu'on n'est pas, j'essaie de trouver encore un autre pays, même si on a très peu, la question raciale n'est pas prenante. Les États-Unis, le propre du capitalisme américain, c'est un capitalisme fondé sur le racisme. Le fait qu'on ait mis en esclavage des millions de Noirs, femmes et hommes, pour justement, comme force de travail esclave, c'est que justement le capitalisme, à son origine, est fondé sur un principe raciste. C'est une première chose. Et oui, d'abord, c'est un opportunisme capitalisme, mais il y a aussi un moyen de Bonjour. Excusez-moi, c'est mon fils qui vient d'entrer dans la pièce où je suis. il est monté sur mes épaules. Il y a un moyen de distinguer aussi que la war on drugs par rapport au crack est aussi quelque chose de volontairement contre les communautés, les minorités. C'est ce qui passe aujourd'hui. Je crois que c'est Céline qui l'a évoqué. Aujourd'hui, on a la crise des opioïdes, ou c'est Essama. Depuis la fin des années 2000, les lobbyistes des grands groupes pharmaceutiques ont fait du lobby au Congrès américain pour que la réglementation sur la prescription d'antidouleurs soit favorisée. Ils ont fait un lobby auprès des médecins. Ça va ? Olivier. Ils ont fait un lobby auprès des médecins pour que les médecins puissent prescrire à tour de bras des prescriptions antidouleurs. Et ça fait que aujourd'hui, une grande partie des communautés blanches sont aujourd'hui addictes aux opioïdes. Mais la réponse massive des démocrates comme des républicains aujourd'hui, c'est de dire la réponse ne peut pas être une réponse pénale, c'est une réponse qui doit être médicale. Juste avant Olivier, juste avant de préparer l'émission, j'ai écouté un discours de Chris Christie. Pour ceux qui le connaissent, c'est l'ancien gouverneur du New Jersey, ancien prétendant à l'investiture républicaine pour la présidentielle, et il est encore aujourd'hui, il va encore devenir président. Chris Christie racontait que l'un de ses collègues qui avait fait la law school avec lui, qui a été avocat, qui a été partenaire, et qui avait plein d'argent, est tombé addict et est mort à cause de la crise des opioïdes. Et il dit, il faut donc qu'on la traite de manière médicale. Et vous voyez la différence, c'est quand c'est les communautés blanches qui sont majoritairement frappées, les deux parties répondent en disant, il faut une réponse médicale, d'assistance, de soutien. Mais quand c'était les communautés noires qui étaient massivement frappées, la réponse a été une répression massive des lois qui ont entraîné 1 million de plus d'hommes, et majoritairement noirs, dans les prisons. Je coupe mon micro, je m'occupe de mon fils le temps de... De toute façon, je pense qu'on va arriver vers la conclusion là. Est-ce qu'il y a encore des interventions avant qu'on passe à l'agenda des cinémas d'Afrique? Oui, rapidement. Vas-y. Rapidement, ce que je veux dire aujourd'hui dans le crack ici, par exemple, à Paris, on en a parlé de tous ces gens-là qu'on a dû chasser des parcs. Une chose qui est aujourd'hui très inquiétante, c'est les réfugiés. Les réfugiés qui errent dans Paris et tout ça. Les gens, en fait, ils ont des troubles psychologiques. Ça, c'est le danger qui guette actuellement pour tous ces gens qui ont traversé la mer, qui arrivent en France. Ils sont dans un désenchantement autre.
Et quand vous êtes déjà à ce niveau-là, bon ben, vous consommez des drogues, vous prenez ce qui est censé vous faire du bien. Ça, c'est un problème qu'on n'est pas encore en train de bien mesurer, mais c'est en France ou dans d'autres pays européens, les gens qui traversent les mers et autres, c'est vraiment le danger qui guette. Et donc tous ces problèmes-là, on en reparle. Avec les confinements qui n'ont rien aidé du tout, le prochain mal, ça va être les drogues et la santé mentale. Donc, il y a lieu de s'inquiéter de ces phénomènes. Et à mon avis, on va refaire d'autres émissions, notamment sur la question mentale. Et puis, juste pour terminer sur une chose, c'est l'acteur décédé de Black Panthers. Son premier rôle, il l'a obtenu pour jouer dans une série. Et dans la série et tout, on lui dit il devait jouer le rôle d'un petit jeune délinquant comme ça, vite fait. Et il demande au réalisateur, mais mon père, il est où dans l'histoire? Il est en prison. Ma mère, elle est où dans l'histoire? Votre mère, elle peut pas s'occuper de vous et vos jeunes frères parce qu'elle consomme de la drogue. Et au bout de 2 épisodes, il a claqué la porte. Il a dit, moi, je veux jouer quelque chose qui représente positivement les Noirs. Il est décédé, paix à son âme, mais au bout d'un moment, c'est aussi à travers des documentaires comme ça et la perception du noir aussi au cinéma. Donc ça rejaillit en partie sur le cinéma et de tous ces rôles qu'on donne aux noirs qui contribuent eux aussi à favoriser ce mythe. Voilà. Ok. Merci Simone. Essimi a disparu. Bon, il a dû avoir un problème. D'accord. Donc Essimi a un problème, pas sûr qu'il puisse se reconnecter. Très bien. Bah écoute, on va conclure comme ça. Alors, s'il n'y a pas d'autres prises de parole. Moi, j'ai juste une chose à dire rapidement. Vite, c'est très, très rapide. Nous avons parlé donc de ce problème de crack, mais donc nous parlons en général de cinéma. Il y a urgence à soutenir les médias et les opinions noires qui sont en grande difficulté actuellement pour beaucoup de titres, beaucoup d'associations, beaucoup de journaux. Donc n'hésitez pas à aller sur Hello Association, faites votre don à Africulture qui produit du contenu, des analyses, voilà. Merci beaucoup Simone, j'en suis touché. Donc bah voilà, merci. Elle a tout dit. Vous pouvez aller Hello Asso Africulture oui, voilà. et vous pouvez à la campagne. Oui. Concernant l'agenda des sorties ciné, alors j'ai pas ce qu'a Essimi, mais moi j'avais noté qu'il y a le festival Caravane des cinémas d'Afrique. Alors c'est à Sainte-Foy-les-Lyons, donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent là-bas ou qui sont pas loin, bah vous pouvez y aller. C'est du 10 au 19 juin 2022. Et puis pour la prochaine, décidément la technologie aujourd'hui. Donc pour la prochaine room, on va parler de Us de Jordan Peele. Donc c'est pas la première fois, ni la dernière fois qu'on parle de Jordan Peele. Donc là, on va en parler de ce film d'horreur le 16 juin. Donc rendez-vous à 19h30. Je remercie Eros de nous avoir accompagnés et nous avoir fait part de ses analyses. Voilà, cette fois-ci, tu as donné pas mal de temps pour t'exprimer, Eros. Et on passe nos salutations à Olivier aussi. Merci Gladys, Céline, Simone et tous ceux qui sont passés, et tous ceux qui sont pas montés encore. Bah, merci de nous avoir écoutés.
Avant de vous dire à dans 2 semaines, je vais rappeler le slogan de la fin. Donc, comme dirait Quentin Tarantino, vive le cinéma. Et comme dirait notre grande sœur Eusanne Palsy, vivre notre cinéma. Sur ce, bonne soirée à tous. Voilà, suivez le Ciné Club Afro sur Instagram, il y a le lien. Et je vous dis à bientôt tous. Bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur 2 à 19h30.